Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande Akari. Je suis heureux de vous retrouver avec mes chroniqueurs. Bonsoir Alexandre, bonsoir Bruton, bienvenue dans la bande. Merci. Bonsoir cher Damien. Bonsoir. Au sommet, le président Paul Biya est rentré au Cameroun ce lundi 21 octobre. On revient sur les coulisses de ce retour avec Alexandre. On nous dit tout à l'heure. Exactement. Et dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de diplomatie parlementaire avec Damien Seslin, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire francophone. Rebonsoir Damien. C'est quoi votre image du jour, Alexandre? L'image du jour, cravate rouge, frites dorées et mise en scène bien huilée. Trump se transforme en McDonald Trump à 15 jours des élections. Un show savamment orchestré qui pourrait vous couper l'appétit ou peut-être vous ouvrir l'appétit électoral. Le roi de la mise en scène, Donald Trump, c'est comment capter l'attention. Ce dimanche 20 octobre, vêtu d'un tablier par-dessus sa chemise, l'ancien président s'est affiché dans un McDonald's de Festville, en Pennsylvanie, un état pivot ou un swing state comme ils disent, crucial à 15 jours d'élections présidentielles qui se tiendront le 5 novembre 2024. Mais à quoi répond cette mise en scène là? Alors, l'ancien locataire de la Maison Blanche est dans la Maison Rouge et Jaune. On sait qu'il aime attaquer. Fidèle à son style, il a choisi de cibler directement sa rivale Kamala Harris, qui avait déclaré avoir travaillé dans un fast-food durant ses années d'études. Je cite: « J'ai travaillé 15 minutes de plus qu'elle ici. Elle n'a jamais travaillé chez McDonald's », a-t-il lancé en cherchant à discréditer la candidate démocrate. C'est quoi? C'est un coup d'ego ou c'est un coup de médiatique? Alors peut-être, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est surtout un coup médiatique, plutôt maîtrisé. Dans ce restaurant fermé au public et rigoureusement contrôlé par le secret de service, Trump a servi des clients triés au volet, faisant mine de prendre les commandes au drive. Donc selon le Washington Post, les commandes étaient préparées en avance, les clients ne recevant que ce que l'ancien président leur tendait. Un show bien orchestré, où chaque détail était pensé. On peut le voir dans cette vidéo, hein. Il y a évidemment... C'est dommage qu'on n'ait pas le son. Hein. Je crois qu'il y a une séquence qui est assez drôle où il y a une cliente qui lui dit: « Monsieur le président, ne nous laissez pas ici, ne faites pas des États-Unis, de Brésil. » C'était assez baroque quand même. C'était assez baroque. Il le disait, c'est Trump qui régale, donc toujours le sens de la verbe. Un show qui donc, a fait résonner un message. Est-ce que Trump reste proche du peuple, ou du moins c'est ce qu'il veut croire et faire penser? Donc il faut s'attendre peut-être à d'autres scènes spectaculaires de la part des candidats, ou plutôt, du coup, une question reste en suspens. Jusqu'où ces jeux d'images influenceront-ils les électeurs? Et surtout, qui est prêt à servir le meilleur plat politique? Bruton, réaction? Alors, Trump, coup de com', c'est un coup de com'. Coup d'ego. Est-ce que ces jeux d'images ont besoin d'exister un peu dans cette politique où il y en a trop, mais je ne sais pas. personnellement, je pense qu'il y en a trop. Je pense qu'il y en a trop et je pense que c'est vrai que c'est un jeu politique, mais je pense que ce jeu d'image n'a vraiment pas lieu d'avoir lieu dans ce jeu politique. Mais les Américains aiment bien les burgers, donc aller dans un McDo, c'est vu du McDo, ça rapporte des voix, n'est-ce pas Damien? Alors moi je voudrais faire une observation, mais pas sur Trump, sur le jeune chroniqueur. J'ai beaucoup apprécié qu'il parle d'état pivot, et en disant, comme ils disent, swing state. Ouais. On est tellement, et notamment parmi la jeunesse, perméable aux anglicismes dans plein de domaines professionnels et surtout dans les médias, que j'ai beaucoup apprécié que vous commenciez par utiliser la formule française, avec une belle traduction, état pivot. Je veille à la francophonie. Je préfère comme ça. la francophonie avant tout. La francophonie, Exactement. Merci Damien. Bravo. Ah oui, je n'ai pas fait la remarque en plus. Je te rappelle alors le week-end dernier sur ton anglicisme. Exactement, faut arrêter cette émission. J'ai compris la leçon. Très bien, il y a aussi l'actualité au Cameroun, hein, n'est-ce pas Alexandre? Et oui, il est de retour. Hein. On se demandait où est-ce qu'il était. Paul Biya, l'avion en provenance de Suisse, a dissipé tous les doutes et mis fin aux rumeurs. Paul Biya, le doyen et chef d'État du Cameroun en exercice, a fait son grand retour à Yaoundé. Avec lui, un flot de questions qui reste encore en suspens. C'est 49 jours d'absence lors du territoire national. Exactement, c'est quand même pourquoi ces jours aussi longs? un record. Donc il était habitué à cet hôtel intercontinental à Genève, un lieu familier pour lui où il séjourne souvent pour des raisons de santé ou pour rencontrer certains collaborateurs. Mais là, il est resté vraiment
49 jours, bien qu'il ait dû annuler plusieurs engagements internationaux, comme justement celui de la francophonie ou le sommet des Nations Unies. Il continue à tenir des audiences, notamment avec le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, pour discuter du budget 2024. Et mais sur ce jeu était raccourci, vous avez une exclue, si je ne me trompe pas. Alors une exclue, oui, c'est selon des confrères de Jeune Afrique, donc avec son âge avancé et ses impératifs de santé, qui ont prolongé son séjour au point d'alimenter des rumeurs. Donc selon Jeune Afrique, la Société nationale des hydrocarbures, SNH, qui finance généralement ses déplacements, aurait rencontré des difficultés financières, forçant la famille présidentielle à quitter l'hôtel pour une résidence privée à proximité du lac Léman. Vous avez parlé de rumeurs, et même comment le gouvernement a réagi à ces rumeurs. Il y a eu un peu de cacophonie, si je ne me trompe pas. Exactement. On peut se rappeler de la chaîne ABC, ou si je ne me trompe pas, la chaîne sud-africaine, qui avait annoncé son décès en live, mais donc le gouvernement a essayé de répondre à ça. Donc il y a eu de multiples reports de son retour qui ont fait exploser les spéculations autour de son décès. Il y a eu un manque de communication de la part du gouvernement, et ce sont certaines sources, Chantal Biya, la première dame, qui s'est heurtée à certains collaborateurs de son époux, accusés de diffuser des informations non vérifiées sur la santé du président. Et on a eu même une interdiction de parler de la santé du président Biya dans les médias, voilà. Et comment s'est préparé son retour aussi, Alors, Alexandre? donc il était accompagné de son épouse et d'une délégation comprenant son directeur de cabinet et son conseiller spécial, Joseph Fouda. Donc Paul Biya est rentré à Yaoundé, Simalène, à bord de son Boeing immatriculé CMR 001 selon Le Monde Afrique. L'accueil a été minutieusement orchestré avec des affiches, des slogans et une mobilisation massive des militants du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc un dispositif aussi de sécurité renforcé a été déployé, incluant la garde présidentielle et des troupes de la direction de la sécurité présidentielle. Donc le retour de Paul Biya, il met fin à certaines rumeurs, mais soulève d'autres questions, comme son âge, à 91 ans quand même. Peut-il encore assumer pleinement ses fonctions, ou sommes-nous à l'aube d'un tournant politique majeur au Cameroun? Breton, je vous vois remuer la tête, vous avez plein de choses à nous dire sur ça. Oh, c'est pas que j'ai plein de choses à dire, c'est juste que le retour de Paul Biya après un long séjour de maladie a créé de réactions assez variées, allant de l'enthousiasme de ses partisans, mais aussi de la réaction du côté de l'opposition, sachant qu'actuellement le Cameroun traverse pas mal de problèmes, notamment une crise politique, mais aussi une crise socio-économique. Alors la question à se poser est de savoir pourquoi, pendant cette période, l'absence du président Paul Biya et son retour à l'approche des élections. Alors ça peut susciter beaucoup de questions dans les têtes du côté de l'opposition, mais aussi des partisans. Voyons l'âge du président Paul Biya est déjà président depuis plusieurs années. Le doyen des chefs d'État. Voilà, donc pour moi, la question à se poser est de savoir jusqu'à quand les dirigeants africains continueront à faire des choses de cette façon. Je pense qu'à un certain Il n'y a pas de moment, transparence au niveau de la santé, c'est ce que vous évoquez, ou c'est bon, l'âge clairement, de l'exercice du pouvoir? effectivement, non seulement qu'il n'y a pas de transparence au niveau de la santé, et aussi au niveau de l'âge. Effectivement, l'âge, c'est un grand problème. Les questions à se poser de savoir, est-ce que par rapport à son âge, il pourra toujours gouverner, il pourra toujours bien gérer le pays? Parce qu'au bout d'un certain âge, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses, il faudrait mettre une limite. Voilà, mettre une limite. Il faut prendre du recul, laisser la place aux personnes qui ont la capacité de pouvoir faire les choses. D'accord. Vous voulez réagir, Damien, ou Oui, alors, il y a sans doute une crise socio-économique au Cameroun, comme à peu près dans tous les pays du monde. Hein. Donc on est dans un monde très instable où les perspectives sont assez compliquées, je crois, pour l'ensemble des pays de la planète. Il faut quand même noter que le Cameroun, c'est un pays qui a une place centrale dans la francophonie, à la fois dans la sous-région d'Afrique centrale, dans l'Afrique en général, même au niveau mondial. Hein. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie lui-même est un parlementaire camerounais. De nombreux Camerounais occupent
des fonctions importantes dans les différentes institutions, les différentes associations de la francophonie. Il faut quand même noter que, je crois que c'était au printemps dernier, il y a eu des bons résultats économiques. Le Cameroun est passé devant le Nigeria au PIB par habitant. Donc c'est un pays qui regorge de potentialités, ressources naturelles, ressources humaines, et qui présente aussi des indices de progrès importants, et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Et donc il y a une potentialité énorme au Cameroun. Et ce qui compte en politique, c'est quand même beaucoup la stabilité. Donc à cet égard, les derniers événements sont plutôt rassurants pour l'avenir du pays. Mais le marché a quand même tremblé face à l'absence du président Biya. Donc c'est aussi problématique de ne pas avoir le chef d'État dans son pays pendant longtemps. Bien. Si ce, parlons de diplomatie parlementaire. Et on va revenir sur le dernier sommet de la francophonie où l'Assemblée parlementaire francophone, dont vous êtes le secrétaire général, a présenté un avis au chef d'État et de gouvernement présent à Villers-Cotterêts. Quelles sont les grandes lignes de cet avis? Alors, déjà, il faut rappeler la genèse de ce travail. Quand on bavarde entre francophones, dans toute discussion, fatalement, il arrive un moment où quelqu'un dit tiens, récemment, j'ai ou quelqu'un de mon entourage a eu un problème de visa et on n'a pas pu participer à telle ou telle réunion importante qui aurait permis d'échanger entre francophones. Donc c'est un problème, je pense, qui est propre à l'écosystème francophone, à l'espace francophone, et qui appelle forcément de rechercher des solutions. Donc les parlementaires francophones se sont emparés de la question en juillet 2023. Et ont chargé notre réseau des jeunes parlementaires, c'est-à-dire le réseau des parlementaires âgés de moins de 40 ans de l'espace francophone, de travailler à l'élaboration d'une doctrine pour fluidifier la circulation des personnes dans l'espace francophone. Alors il ne s'agit pas d'assécher, de pomper les forces vives des pays du Sud pour renforcer le développement des pays du Nord, il s'agit d'une mobilité circulaire, que les gens puissent circuler, faire des allers-retours, quand il s'agit de créateurs de richesses, de créateurs d'emplois, de créateurs de savoir, de créateurs de pensée, de créateurs d'art, de culture, de créateurs d'exploits sportifs, et même de créateurs de pensée et d'action politique. Parce que figurez-vous que même les personnalités politiques, députés ou ministres, parfois sont bloqués pour participer à des réunions internationales, comme si c'était des immigrés clandestins potentiels. C'est quand même incroyable. Donc tous ces créateurs-là, il faut qu'ils soient capables, qu'ils aient la liberté de circulation nécessaire pour fertiliser le reste du monde francophone et de retour chez eux, fertiliser à leur tour leur communauté de ce qu'ils ont pu apprendre dans leurs échanges. Et ça vaut dans tous les domaines que j'ai énumérés. Donc au terme d'un an d'audition, le réseau des jeunes parlementaires a donc produit une doctrine qui est très intéressante, qui est d'ailleurs en phase avec des propositions de l'Agence universitaire de la francophonie, des propositions des associations, des organisations non gouvernementales francophones, des propositions de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est, je pense, quelque chose de très dynamique, notamment la perspective d'une sorte d'Erasmus francophone pour la jeunesse. Et lors du 19e sommet qui a eu lieu il y a quelques semaines à Villers-Cotterêts et à Paris, le président de l'APF, Hilarion Etong, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a présenté cette doctrine devant les chefs d'État et de gouvernement. Et puis parallèlement, 2 jours auparavant, on avait organisé au Conseil économique et social parisien un grand symposium avec des tables rondes sur différentes thématiques, à la fois pour diffuser cette doctrine et aussi pour que les sociétés civiles francophones s'en emparent elles-mêmes, pour qu'elles puissent alerter, sensibiliser leurs exécutifs au fait qu'elle existe et que maintenant elles ne demandent plus qu'à être mises en application dans les lois et dans les pratiques consulaires. Le chef d'État sénégalais et le président congolais n'étaient pas présents au sommet de la francophonie. C'est 2 pays où on parle beaucoup le français. Ça ne vous inquiète pas quand même? Non, mais ça c'est le lot de tous les sommets, de toutes les réunions internationales de ce type. Hein. Tous les États et territoires de la francophonie étaient représentés quand même au plus haut niveau par un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre des Affaires étrangères. Donc, non, après, il y a certains pays qui aussi sont en élection actuellement. Donc, je ne crois pas qu'il faille y voir un indice de détachement. Vous parlez en particulier du Sénégal. Les déclarations des autorités sénégalaises, elles sont très claires. Hein. Il y a une alternance.
avec une façon novatrice de voir les relations internationales. Ça relève de la souveraineté du Sénégal, mais il n'y a eu aucun indice comme quoi le Sénégal s'éloignerait, à mon sens, aucun indice s'éloignerait de la francophonie. Oui, Et puis il ne faut pas oublier que le Sénégal est en élection actuellement. En campagne Législative. électorale. Ouais, justement. Revenons sur le symposium, je crois qu'Alexandre a une question sur la question des mobilités. Oui, par exemple, on a parlé du passeport, passeport francophone. Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles par rapport à ça? Alors, bien sûr, il y a des obstacles qui sont évidents. Il y a aussi une réalité qui est que une des sources d'immigration clandestine, c'est aussi le fait que certains utilisent un visa de court séjour pour ensuite ne pas retourner dans leur pays d'origine et que donc les autorités gouvernementales des pays dans lesquels s'installent ces personnes ont des réticences à avoir une politique complètement libérale sur le sujet. Mais l'enjeu, il va bien au-delà de ça. C'est un enjeu civilisationnel presque pour l'espace francophone de favoriser, à l'ère de la mondialisation, les échanges en son sein. Et c'est une attente énorme des peuples, en particulier des jeunesses. Donc il faut imaginer les moyens, y compris, pourquoi pas, à travers un passeport francophone, à travers toute une série de dispositions que nous proposons, pour améliorer cette circulation et faire en sorte que, en progressant au contact des autres communautés francophones, eh bien, on puisse, à notre tour, chacun faire progresser notre propre pays. Donc, j'ai parlé de l'Erasmus francophone, mais il y a d'autres dispositifs à imaginer, que ce soit pour les entrepreneurs, pour les artistes, pour les citoyens en général, à travers ce passeport. L'idée, c'est vraiment l'enrichissement mutuel. Et puis aussi, il faut bien le dire, la comparaison avec le Commonwealth. Ouais, justement, parce qu'on voit plus de jeunes qui partent vers le marché anglo-saxon. Et puis, il y a le risque, si on n'arrive pas à dépasser ces obstacles-là, qu'à terme, aussi bien au niveau macro les États qu'au niveau micro les familles voient moins d'intérêt à l'apprentissage du français, si le fait d'apprendre le français ouvre moins de perspectives d'émancipation professionnelle, d'émancipation sociale et de faire progresser sa famille. Et donc le risque que ces familles, que ces États se tournent davantage vers d'autres sphères linguistico-culturelles, en particulier l'anglophone. Donc c'est un vrai enjeu d'avenir. Il faut être très prudent vis-à-vis des projections démographiques qui disent le français est sauvé compte tenu de la vitalité démographique africaine, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas mécanique que les enfants des francophones d'aujourd'hui soient les francophones de demain. Donc il faut trouver les accompagnements institutionnels, politiques, pour que les bébés qui naissent maintenant soient des futurs francophones dans 20 et 30 ans, quand ils arriveront sur le marché du travail et que ça sera à leur tour peut-être des leaders communautaires. Revenons rapidement sur la 149e assemblée de l'Union interparlementaire qui a eu lieu à Genève. De quoi s'agit-il concrètement pour ceux qui ne savent pas? Alors, l'Union interparlementaire, c'est si vous voulez, un peu l'ONU des parlements. C'est une très vieille institution qui a été fondée avant même la Société des Nations, qui a été fondée à la fin du 19e siècle. Pratiquement tous les parlements du monde, aujourd'hui, ils sont membres. En sont membres, hormis le Congrès américain et l'Assemblée du peuple chinois. C'est quand même pas rien, c'est les pays les plus puissants aujourd'hui, mais à part ça, il y a quand même toutes les aires géographiques du monde qui sont représentées, y compris d'ailleurs avec des cultures parlementaires très différentes parmi ses membres. Et c'est une structure qui travaille notamment sur les grands enjeux contemporains, les grands enjeux politiques, les enjeux d'inclusivité, la parité homme-femme, l'inclusivité des jeunes en politique, d'ailleurs des thématiques dans lesquelles l'Assemblée parlementaire de la francophonie se retrouve parfaitement. Et donc la dernière réunion de la 149e Assemblée a eu lieu à Genève il y a quelques jours sur la thématique des rapports entre science et politique. Et quelles étaient les positions défendues par l'APF? Alors, le sujet du continuum entre science et politique est complexe. À la fois, les politiques, on l'a vu pendant la crise sanitaire, de façon très aiguë, mais ça se constate aussi sur plein d'autres sujets. Les politiques ont besoin d'être éclairés par la science, parce que quand on
on est amené 52 semaines par an à voter des textes de loi. On ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Donc, sur des sujets très pointus qui appellent une expertise politique, ce n'est pas possible pour les parlementaires d'être éclairés en profondeur sans faire appel aux spécialistes du sujet. Donc, c'est important qu'il y ait des liens entre les scientifiques et les décideurs politiques. Mais d'un autre côté, les parlementaires élus du peuple sont souverains dans leur choix, dans leur vote, et ils ne doivent pas être tributaires de diktats de la science. Et parfois, il faut qu'ils sachent faire primer l'intérêt général sur des avis de scientifiques. Voilà, donc il y a cette ligne de crête à tenir entre à l'écoute de la science, tout en gardant jalousement ses prérogatives politiques. Chaque pays est organisé très différemment pour faire vivre ce continuum. En France, par exemple, au niveau parlementaire, il existe un office parlementaire spécialisé, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il existe un modèle qui est sans doute le plus accompli sur le conseil scientifique, c'est le modèle québécois, qui est à l'origine d'une organisation, d'une structure mondiale francophone qui est en train de se mettre en place, le réseau francophone en conseil scientifique, pour essayer justement de résoudre ce dilemme et de faire en sorte que le continuum soit le plus productif possible pour que les lois soient mieux adaptées à l'avenir. Alors, il y a évidemment la question qui est dans toutes les têtes actuellement, celle de l'intelligence artificielle, tellement compliquée aujourd'hui pour des parlementaires comme pour des citoyens lambda de comprendre et de mesurer l'étendue des enjeux liés à ce sujet-là. Donc, tous les parlements, y compris l'APF l'été dernier, organisent des réflexions internes avec des experts sur le sujet. Et voilà, il faut trouver les moyens pour bien utiliser cette expertise et pour anticiper l'avenir sur un sujet quand même qui engage l'humanité de façon très, très aiguë. Mesdames, ces moments-là sont aussi des moments où on arrive à imposer, à mettre en avant des sujets d'actualité, notamment la question d'Israël et Palestine. J'ai lu certains communiqués, notamment celui de la Tunisie, si je ne me trompe pas, qui demandait aussi d'apporter son soutien à l'État palestinien. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie parlementaire est un outil aussi dans la gestion de ces conflits-là, rapidement pour conclure? Alors ça, oui, la diplomatie parlementaire est au cœur du cadre stratégique qui a été adopté l'an dernier pour l'APF. C'est une volonté très forte de mes autorités politiques d'accentuer sur cet aspect-là. Et il y a une diplomatie parlementaire francophone, très clairement. Les parlementaires francophones ont leur propre philosophie politique, leurs propres valeurs qui sont partagées. Et notamment à l'Union interparlementaire, d'ailleurs à l'UIP, on a mis en place un caucus francophone de façon à ce que les délégations parlementaires francophones puissent se retrouver au début de chaque assemblée tous les 6 mois pour essayer de coordonner les positions. Ce n'est pas toujours évident, on n'y arrive pas toujours, mais il y a cet effort qui se fait. Je pourrais aussi donner l'exemple très préoccupant pour tous les francophones de la crise sécuritaire à l'est du Congo. Donc une crise qui sévit depuis maintenant plusieurs décennies avec sans doute plusieurs millions de victimes. Et les parlementaires francophones travaillent à une médiation entre les parlementaires congolais et les parlementaires rwandais. Parfois, c'est plus facile de passer par cette médiation parlementaire que par les exécutifs. Donc, les parlementaires, malgré les différends qui peuvent opposer leur pays, ils ont quand même une compréhension mutuelle parce qu'ils ont les mêmes processus d'élection, ils sont tous au contact de leurs électeurs, de leurs mandants. Et donc, on a réussi, grâce à la bonne volonté des parlementaires de ces deux pays, on a commencé à travailler à de la médiation, à du dialogue, et ça a débouché en juillet dernier à l'adoption à l'unanimité de l'APF, après discussion approfondie, fraternelle entre les parlementaires de ces deux pays, l'adoption d'une résolution commune qui n'est pas
n'est pas de l'eau tiède, hein, qui dit des choses, mais qui a obtenu l'assentiment des deux parties et qui ensuite a été adopté par l'ensemble des parlementaires francophones. Et donc c'est une voie d'espoir pour apporter une petite brique. Hein. On n'est pas l'ONU, on en verra, et même l'ONU avec des casques bleus, elle n'arrive pas à régler souvent les situations. Donc nous, on essaye par le dialogue, par la fraternité parlementaire, par la diplomatie parlementaire. Ils arrivent à discuter ensemble, un parlementaire congolais et rwandais, sans problème. C'est quand même c'est innovant que j'apprends comme ça. C'est eux qui nous ont tendu la perche, qui nous ont dit on a besoin de l'APF pour créer le cadre pour qu'on puisse avoir cette discussion. On se croise, on se salue. Maintenant, on voudrait avoir une discussion politique franche pour pouvoir poser une première brique, ensuite peut-être un premier rang de briques, et puis peut-être ensuite contribuer à aider les exécutifs à trouver une solution pour rendre l'apaisement aux populations affectées et que les voisins, les pays voisins puissent vivre en harmonie pour leur intérêt commun de développement économique et social et humain. Merci beaucoup Damien pour cette information. Franchement, c'est une initiative à saluer et ça démontre un peu tout le sens de la diplomatie parlementaire. Merci à vous, merci à toi Breton, merci Alexandre, merci à vous chers téléspectateurs. Portez-vous bien et à demain.